Ah, quel beau jeune homme! Ce visage juvénile et ses bonnes joues roses, le cheveu clair et la coupe toujours nette, et surtout cette sagesse apparente derrière laquelle on devine en réalité une ardeur sexuelle puissante, débridée, féroce, décadente, énorme et débordante, suintante et vicieuse, honteuse, embarrassante, ténébreuse et mystérieuse, cynophile, entêtante, scandaleuse et géniale, acrobatique et giclante, dégueulasse, infâme, amorale, immonde, indigne, sale, gluante avec des morceaux. Et tout ça avec cette gueule de bon élève dans ses petits polos et des pulls pastels. C'est bien simple, on dirait PH cherchant un pécho à la sortie de la messe. On le voyait pas bien du tout. Ou pire, on dirait Giscard jeune. Je sais que c'est une image un peu violente et que ça paraît dur à imaginer, mais un jour Giscard a eu des cheveux. Et peut-être même des amis complètement cons qui vivaient dans un château. Mais restons dans le sujet, comme disait DSK, et rendons à César ce qui appartient à César, à Tintin ce qui appartient à Tintin, et aux Belges ce qui appartient aux Congolais. Oui, reconnaissons-le ici, Tintin est bel et bien le plus grand aventurier en polo pull pastel de tous les temps. Et je dirais même plus, comme disaient les Ducons et Ducons, Tintin est le plus grand héros centriste roux de toute la Belgique. Et probablement le seul aussi. Il faut dire que c'est une niche, et c'est pour ça qu'il se promène toujours avec un chien. Excusez-moi. Alors, je le vois dans vos petits yeux pétillants d'une curiosité gourmande, qu'on ne trouve plus guère que chez des enfants mongoliens qui tomberaient sur Énergie 12. Vous vous demandez, mais qui est donc Tintin? Pourquoi est-il roux? Est-il, oui ou non, pédé? Eh bien, tout d'abord, surveillez votre langage. Permettez-moi d'être un peu surpris par la grossièreté de vos propos. Apprenez qu'aujourd'hui, on ne dit plus roux, mais blond vénitien. Enfin, je voudrais vous rassurer tout de suite, non, Tintin n'est pas roux. En revanche, il est bien blond vénitien comme un phoque. Alors, pour mieux comprendre comment le brave Tintin en est arrivé à s'habiller en polo et pull pastel, que même les Modern Talking n'oseraient pas porter, il faut parcourir le premier album des aventures de Tintin. La scène se déroule en été, au bord de la piscine. La chaleur est écrasante et Tintin se délasse au soleil, allongé sur une serviette de bain. Il a une coupe de cheveux ridicule et compte les gros sous que lui rapportent les récits de ses aventures de bon occidental sauveur du monde dans des pays pauvres. En fait, Tintin, c'est un peu le Bernard-Henri Lévy belge. Alors qu'il s'évente avec une liasse de billets en offrant son torse imberbe au soleil qui darde ses rayons, un barbu alcoolique à casquette habillé en marin vient s'asseoir à côté de lui. Non loin de là et observant la scène, un majordome en livrée prépare des rafraîchissements. Et tout ça se passe dans un château. En fait, tout commence comme dans un porno gay des années 90. Je vois que les amateurs sont nombreux. La chaleur est de plus en plus accablante et le mâle barbu vient d'ôter son gros pull marin, dévoilant des pectoraux fatigués mais encore fermes. Plaqué mollement sur un thorax souple et beau, mais toutefois menacé par la disgrâce qu'amène la quarantaine chez les hommes qui préfèrent la frite aux salades et le whisky au footing. Il est majestueusement enroulé dans une serviette blanche et le tissu immaculé moule fidèlement le fessier puissant du capitaine. La lumière rasante laisse en découvrir une fossette charmante, comme une marque de cuillère à glace sur 2 monts de crème vanille qu'on aimerait lécher, mordre, dévorer, et dans lequel on aimerait planter son cornet pour en ressortir victorieusement 2 boules lisses et gouléantes, desquelles dégoulineraient des larmes onctueusement laiteuses et sucrées, comme du jus de coco s'échappant par un canal trop petit de boules trop volumineuses, brunes et velues qu'on ne peut obtenir et empoigner qu'après avoir escaladé un tronc ferme et robuste mais souple, tandis que Tintin lui-même sent sous l'effet de la chaleur torride, son corps frêle suinté des 1000 perles fines de sueur délicieusement musquées et donnant à sa peau claire la nacre délicate qui est l'ornement solaire des roues élongant des dieux. Puis, Tintin... Merde, c'est beau. Il y a un roux qui applaudit là. Puis Tintin, resserrant autour de sa taille sa serviette, peine à présent à dissimuler le peu d'indifférence que lui inspire le capitaine au long cours. Et quand je dis au long cours, c'est bien parce que quand c'est long, c'est toujours trop court. Et c'est alors que l'émotion de Tintin se verticalise sous l'étoffe tendue
et forme un chapiteau de foire magnifique sous lequel tout un cirque s'anime enfin, agité par un unique clown au nez rouge et rond, pointant de son appendice libérateur l'oppressant tissu comme un ciel si bas qu'il fait l'humilité, et dont il serait injustement prisonnier. Alors ce membre au bout rouge sautille sur lui-même comme un pont-levis au quêtant embuté, raide et tremblant comme dans l'attente de l'imminente invasion qui va le submerger. Et c'est alors que le majordome qui attendait dans l'ombre arrive en renfort entièrement nu, les mains sur la tête et déguisé en porte-serviette que l'impétueux Tintin saisit, dévoilant la charpente étonnante du domestique qui en profite à présent pour jongler avec des bananes, tout en gardant les mains sur la tête, juste avec sa trompe décidément très habile. Puis le voilà qu'il serre un plateau entre ses fesses pour réceptionner sommairement les fruits avant de lancer le plateau fruitier comme un frisbee à Tintin qui se lève de manière impromptue pour le récupérer, fait tomber la serviette, se baisse pour la ramasser, et c'est ainsi que commence ce premier épisode de Tintin au pays des serviettes. Plus tard, lorsque Tintin sent la laine chaude et alcoolisée du barbu faisant frémir les poils roux de son cou, il se sent fragile. « Prends garde à mon cou roux », dit-il à l'ivrogne, qui lui répond « Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. » Et Tintin... J'ai honte. Et Tintin de lui répondre « Et moi, je serais ton canot de survie. D'ailleurs, tu me gonfleras vite, et pourtant je serai ton roue de secours. » Les dialogues subtils s'enchaînent, et la suite est l'évidence même. Tintin passe beaucoup de temps autour de la piscine avec ses nouveaux amis qui ne cessent de débarquer à l'improviste pour lui faire des surprises. On dirait une soirée au Carlton. À un moment, il y a même 2 moustachus complètement cons qui débarquent pour lui faire essayer leurs stylos, les fameux stylos Dupont avec mine rétractable. Mais je ne vous raconterai pas la fin. Sachez simplement que Tintin est légèrement ballonné et qu'il fait si soif qu'il réclame une anisette. Suite à quoi le majordome lui fait visiter le jardin et lui montre son anis. Eh oui, vous écoutez les grosses têtes. Je suis désolé. Nous en étions à l'anis. Tintin découvre alors avec stupéfaction que l'anis en forme d'étoile est une réalité. Ce qui nous amène directement au l'anis étoilé, au deuxième épisode des histoires de Tintin, l'étoile mystérieuse. Le fameux album où Tintin semble embarrassé par la présence incongrue d'un champignon. C'est sur la couverture. Prenant conscience que pour un jeune homme au physique avantageux, il est tout à fait possible de voyager à peu de frais quand on a l'âme tendre et l'air constamment surpris d'une pin-up qui découvrirait une carotte dans une cuisine, Tintin entreprend des voyages. Par chance, les autorités belges sont si compréhensives avec les jeunes garçons qui recherchent l'amour en compagnie d'adultes généreux que jamais le fisc n'a semblé s'étonner que des soi-disant revenus de journalistes permettent de vivre dans un château en entretenant des domestiques, un vieil ivrogne dégueulasse et un chien de race qui pue. En fait, Tintin, c'est juste un punk à chien et ses potes qui ont réussi leur ascension sociale. Et comme tous les punks, Tintin voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Bref, il parcourt le monde. Ici, on le voit goûter les cigares du pharaon. Là, on le voit tâter le sceptre d'autocar. À un autre moment, on le voit dans une soirée queer s'intéresser aux bijoux de la Castafiore. Puis ses ambitions s'affermissent et le voilà au Congo dont il gardera cependant un souvenir un peu douloureux et demandera à Chang s'il n'a pas quelques rouleaux de lotus bleu à lui prêter. Enfin, Tintin se professionnalise, définit mieux son objectif lune, c'est l'ancien nom pour plan cul, court chez Tonton Tournesol acheter 7 boules de cristal pour garder la forme et finit enfin par jouer dans Coq en stock, une production américaine avec le capitaine Haddock en maillot de corps sur la jaquette, si je puis dire. Mais le rêve belge d'éternelle jeunesse atteint ses limites. La concurrence acharnée des jeunes et faibles à mèche des années 80 ou carrément des copies comme Jimmy Somerville effrite peu à peu l'aura de Tintin. À la fin des années 80, Tintin est complètement lessivé. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Son 8e Milou est obèse et mourant. Les jeunes barbus d'un soir qu'il déguise en vieux capitaine et qu'il paie si cher pour l'insulter ne l'amusent plus. Le dernier Dupont vient de mourir d'un cancer du poumon après une dernière pipe. Et tout le monde se moque de ses polos. Alors, un soir, qu'il est complètement sous poppers et présentant s'y connaître en tube, il décide de se lancer dans la chanson pour raconter ses souvenirs d'âge d'or.
Il revoit complètement son look, se laisse pousser les cheveux et la bite, enfile une veste d'animateur du Club Med et commence une carrière dans la chanson. En 1990, il sort cette chanson. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le Congo, qu'il est laid, qu'il est laid, qu'il est laid le Tibet, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le Congo, qu'il est laid, qu'il est laid, qu'il est laid le Tibet. Quel manque de dignité! La chanson sera, comme vous savez, un succès, mais ce sera la déchéance pour Tintin, et les années 90 seront finalement fatales aux jeunes garçons à houppette. La suite, vous la connaissez, la télé, les putes et la coke. Mais qu'importe les outrages du temps, Tintin, nous garderons toujours le souvenir émerveillé de ces tendres années où le mal l'emportait sur le mal. Alors, là où tu es, et au nom de toute l'équipe de Tetris, reçois un arc-en-ciel de bisous moustachus!